Nous sommes dimanche 12 janvier 2025. Fidèles amis internautes de Iroko Media TV, bonjour et merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine. Trois principaux sujets seront débattus dans cette émission. Le premier est relatif à cette nouvelle pas du tout guerre des forces de défense et de sécurité qui ont péri dans le nord Bénin, dans le département de l'Anibori, précisément à Banikwara. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons essayer d'analyser avec mon confrère du jour. Nous parlerons également politique au chapitre politique. Oui, l'audit du fichier électoral continue et suscite toujours des interrogations quant à sa faisabilité. Oui, courant cette semaine, Jean-Baptiste Elias a été donc plébiscité à la tête du comité de pilotage de cet outil du fichier électoral. Nous analyserons également ensemble avec mon confrère du jour et puis on va terminer par des notes de culture. Oui, pendant 3 jours, la ville de Ouidah vivait au rythme et au son des Vaudou-Days, événements culturels et cultuels, on va dire désormais à caractère mondial. Ouidah était sous le feu de la rampe. Quel bilan peut-on faire concrètement de cette édition après l'édition test en 2023? On en parle dans quelques instants. Et comme je l'annonçais, il est déjà confortablement installé dans ce plateau ou en plateau, voilà. William Kilkan, bonjour. Bonjour, très cher Aziz, bonjour à tous. Voilà, avec vous, comme je l'annonçais, nous allons passer en revue plusieurs sujets brûlants de l'actualité, 3 principaux sujets. On va plutôt démarrer sur des notes de tristesse. On s'incline d'ailleurs devant la mémoire de ces soldats tombés sur le champ d'honneur. Vous avez suivi l'actualité tout comme moi. Une trentaine, dit-on, de soldats tombés sur le champ d'honneur, disais-je. C'est à Banikwara. Quand vous avez reçu l'information, une information qui est tombée comme un coup de massue, c'était dans la nuit du mercredi au jeudi dernier. Quelle a été en tout cas votre première impression? Comme vous qui êtes consterné par cette nouvelle, je l'ai été. Je pense que c'est ce qui l'a manqué dans ce pays. Je pense que suffisamment on n'a pas vécu l'émotion. Ça ne sert à rien les larmes de crocodile. Ça ne sert à rien de simuler l'émoi. Ah, des soldats sont tombés, de faire du hollywoodien. Ouais. Pas du tout. Mais quand une trentaine de personnes, on a entendu... C'est quand même un bilan assez lourd. C'est un bilan assez lourd. Officiellement, on en est à 28, dit-on, sans bilan exhaustif fait. Mais des informations glanées ça et là, on parle de près de 35, on parle de gens calcinés, de corps identifiables à peine. Quand on est dans une situation comme celle-là, et qu'au même moment, aux antipodes, je voudrais parler de coordonnées géographiques, qu'à Cotonou environ, Ouidah précisément, on est en une liesse, on est en fait, c'est assez antinomique et paradoxal pour cohabiter. Il y a problème, il y a mal donne. Je pense que, vous savez, en 2023, on a vécu par exemple le drame de Dassar, on a vécu pas mal d'autres choses qui ont fait que tous et unanimement, nous étions conscients que des vies sont parties. Les conditions ne sont presque pas les mêmes, mais elles sont identiques à un certain point de vue. Des points de ressemblance sont identifiables et surtout, on parle de gens, j'aime bien votre expression, champ d'honneur, parce que des gens sous les drapeaux, au nom de la patrie, vous voyez des légionnaires, des étrangers qui ont donné leur vie pour d'autres patries, qui sont vénérés quand ils sont 2, 3 qui tombent. Quand la France a perdu 13 soldats pour Barkhane au Sahel, on s'en souvient. Vous savez, les gens lient non seulement la vie humaine et sa sacralité à de la révérence, à du respect, mais les gens encore plus respectent les conditions de départ, le sacrifice, le sacerdoce, l'appel patriotique et républicain pour lequel des gens ont pu laisser leur peau. Quand dans ces conditions, ça festoie, ça danse à la place Marot. Je ne dis pas d'annuler vos Days, ce qu'on a organisé depuis je ne sais combien de mois. Que justement, il y en a qui diront que c'était déjà programmé. C'est programmé, il ne faut pas, il n'y a pas de raison d'annuler un événement.
économiquement quelque chose. Comme certaines opinions qu'il fallait tout au moins mettre le drapeau en berne ou peut-être un petit message à l'endroit de ces que nos gouvernants aient un peu d'égard. Tout s'est passé comme si rien ne s'est passé. C'est ça qu'on déplore. Comme si les vies humaines n'avaient pas de sens. Comme si l'opération Mirador n'a pas été touchée de la perte la plus lourde qui soit depuis 2022 qu'elle est mise en branle. Attention, des gens sont tombés de la façon la plus lourde et de la façon, excusez-moi, la plus ignoble. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais tout se passe comme si nous n'avions pas de gouvernant, comme si on n'avait pas un chef suprême des armées qui répondait de ce carnage qu'il y a eu à Baniguara. Il vous dirait peut-être qu'il a pondu un communiqué au lendemain. Je pense que ce n'est pas suffisant. Qui n'est pas signé. Je pense que si je parle du chef de l'État, il n'y a pas eu de communiqué. Et mais si je parle vous parlez là du colonel Faïzou Gomina, justement du chef d'état-major de la garde nationale. Mais lui, il a été commandant de l'opération Mirador. Je l'ai connu. Il a gouverné ses troupes. Il a commandé, pour utiliser des expressions de leur patois. Écoutez, tout s'est passé comme si des gens n'étaient pas tombés au front. Où est le chef de l'État? Où est le ministre de la Défense? Ça regardait les danses de Vaudon Kokou. Non, je pense qu'avec un peu de dignité et de respect à ces gens, je ne fais pas la morale à nos autorités. C'est une opinion comme tant d'autres. C'est une façon de voir comme ceux qui n'ont rien vu pendant que 28 personnes officiellement étaient mortes et qui n'ont vu que lorsque des hélicoptères de notre armée auraient fait un massacre de 40 terroristes. Attention, vous avez vu l'extrait que RFI a mis sur son site? Quand on fait cette publicité de vos officiers supérieurs, ce n'est pas bien pour vous. Mais le doyen Akoga a fait du traitement de l'information, justement. Parce que de tout ce qu'il a mis, c'est ça qui retient plus l'attention. Que des gens avaient les armes et que le commandement a failli. Mais écoutez, les armées qui connaissent les plus lourdes bêtes ont les engins les plus sophistiqués. On suit la crise russo-ukrainienne. Même le Hezbollah, retranché même juste dans les hôpitaux, même dans les maisons des civils, fait des pertes dans l'armée israélienne. Il n'y a pas que les moyens pour faire de la stratégie militaire. Et le mal terroriste, c'est une hydre. Il est si grand, le mal terroriste, que nous savons combien de soldats il a. Vous connaissez les célèbres attentats, Grand Bassam en Côte d'Ivoire, Niger, les attaques dans les églises catholiques et tout. On sait c'est quoi le terrorisme. On ne peut pas on ne peut pas manquer de s'apitoyer parce que le mal, il est tellement grand, il a des incidences très grandes sur nos populations, nos forces armées aussi qui sont au front. Mais écoutez, un pays qui se lève en stand innovation sur le boulevard de la Marina, quand les gens revenus de Mirador, les revenus, parce qu'il y en a qui sont tombés au front, les revenus défilent, ces mêmes gens ne peuvent pas danser sur du mami ou danser sur des sonorités traditionnelles. Alors, William Kekan, oui. Pour vous, est-ce que au lendemain de ce incident douloureux, malheureux, si on peut le dire ainsi, est-ce que il fallait peut-être attendre une réaction prompte de l'exécutif? Justement. Ou on va dire, il ne fallait pas se limiter uniquement à ce simple communiqué. Parce que encore que ce comité ne vient communiquer vraiment. Ils estiment que c'est insultant pour la mémoire de... Justement, c'est laconique. Et si moi je faisais partie des ayants droit, j'aurais bien pu tenter des actions. Je l'ai fait entendre où il fallait entendre. Un État, nous avons des obligations vis-à-vis de nos gouvernants qui en ont aussi en retour vis-à-vis de nous. Écoutez, tout le monde n'est pas militaire, tout le monde n'a pas donné sa peau pour le terrorisme. Et de tous ceux qui sont sous les drapeaux, tous ne sont pas au front terroriste. Mais écoutez, pourquoi le gouvernement même a pris un décret à un moment donné pour dire ceux qui tomberont sur le champ terroriste, pour leurs ayants droit, pour leur famille, pour leur vie, les blessés, les invalides, il faut des traitements spéciaux. C'est parce qu'on reconnaît la hauteur du sacrifice. Mais écoutez, dans un État, pour respecter la mémoire de ces gens, respecter l'État qui a été suffisamment éprouvé, parce que ce sont des préposés de l'État. Ceux qui sont tombés au front, c'est le Bénin qui est tombé en fait, parce que dans leur treillis, dans leur galon, ils représentaient le Bénin qui ne voulait laisser aucun millimètre un millimètre carré à l'ennemi. Et qui, c'est le Bénin qui est tombé d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne demande pas deuil national comme les gens. Je ne dis pas de sursoir à votre désir, mais une sortie officielle du chef de l'État. Une sortie des autorités en charge de la défense nationale. On a vu le haut commandement militaire sur place descendre. On a vu un rapatriement à Candy et tout. Mais écoutez, et surtout que
les turiféraires qui aiment bien communiquer pour le pouvoir, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'à côté... Parce que, vous l'avez dit, il y a une forme de communication qui très tôt s'est faite au lendemain. Qui est celle de 40 ans abattus. Mais ceux qui ont trouvé les écrits, les claviers pour envoyer que des djihadistes ont été abattus, la veille ou l'avant-veille, n'avaient-ils pas vu le drame que... On a vu des vidéos circuler également. Sur les médias. Mais écoutez, quand c'est comme ça, c'est peu respectueux des gouverneurs que nous sommes, et nous sommes en droit de le dire. Le mur de Berlin ne va pas se refaire et s'écrouler de nouveau si on le dit. Et écoutez, c'est quand même malhonnête de le penser tout bas et qu'il n'y ait personne pour dire droit dans les yeux aux gens qu'en fait, pour le respect de la dignité humaine, pour la vie de ces gens, de cette trentaine, pour la vie de cette troupe, pour la suite de l'opération Mirador. On parle de 3000 hommes au front au moins. Attention. Parce que nous luttons contre le terrorisme et nous ne continuerons pas. Vous avez écouté Patrice Talon à l'Assemblée nationale dans le message sur l'état de la nation. L'un des plus grands points d'insatisfaction qu'il a eu l'amabilité de reconnaître, c'est le terrorisme qui continue de nous éprouver. Mais écoutez, 2 jours après, on connaît ça et on se tait. On ne peut pas se taire là-dessus. On se vante d'asphaltage, on se vante de tout. Mais quand il y a malheur aussi, reconnaissons qu'on est gouvernant, on est tributaire de ce bilan aussi. Et surtout, qu'on a l'obligation de faire ce que de droit. Je pense que même si dans le cœur, dans la tête, dans les pensées, on n'a pas banalisé ce qu'il nous est arrivé au point triple, dans les actes, on n'a pas suffisamment extériorisé en tant que gouvernant, en tant que dépositeur. Communiquer la compassion. Oui, la compassion. Et on n'a pas pu compatir. Quand les gens brûlaient à Dassa, même dans vos chambres, des gens coulaient des larmes parce qu'on savait qu'il y avait un parent. Mais vous ne savez pas que tous ceux qui sont tombés au front là, ils ont des frères, ils ont des soeurs, ils appartiennent à des familles, ils sont entrés sous les drapeaux pendant que des membres de leur famille savaient qu'ils étaient... Quand ils ont été affectés, vous ne savez pas que des gens ont posé leurs genoux au sol pour dire attention Seigneur, fais qu'ils reviennent sains, sauf qu'ils ne meurent pas au front terroriste. Mais écoutez, les gens y mettent du cœur, de la pensée, de la compassion parce que on parle des humains, on parle des militaires et on parle de ces conditions de décès. Je suis franchement de ceux qui pensent qu'on pouvait mieux faire. Et parce qu'on pouvait mieux faire, ce n'est pas pour qu'on s'attarde là-dessus longtemps. On le dit pour qu'à l'avenir, on ne le souhaite pas. Les choses soient améliorées. Oui, on ne le souhaite pas. On ne souhaite vraiment pas que ça arrive encore. Mais le terroriste est ce qu'il est. Vous savez... Oui, très rapidement, pour finir, vous l'avez rappelé, depuis 2021, je crois que c'est le plus gros bilan que le Bénin a enregistré en termes de pertes dans le rang des FDS. Est-ce qu'on va dire que... quelque peu l'opération Mirador qui a été conduite jusque-là par le responsable de la garde nationale, le colonel Faïsou Komina, est-ce qu'on peut dire que, disais-je, que cette opération est en train de montrer ses failles ou des insuffisances? C'est peut-être trop dire. Trop dire ou la stratégie peut-être qui a manqué. Vous savez, les plus grandes armées connaissent les pertes. C'est une évidence. Ok, d'accord, du moins. Où qu'on soit, quelles que soient les armes, quelle que soit la formation, quels que soient les entraînements qu'on a connus, militaires de rang ou non, des pertes arrivent. Parce que, vous savez, l'une des armées les plus puissantes aujourd'hui, c'est l'armée israélienne sur la planète. Mais le 7 octobre 2023, les gens ne pouvaient jamais s'imaginer qu'on prenne autant d'otages, et que ce soit le Hezbollah, l'ennemi le plus connu, le plus en vue. Aujourd'hui, notre ennemi le plus connu, c'est le terrorisme, on le sait. Ce sont les groupes qui battent au Sahel, l'État islamique au Grand Sahara, le JNIM, la version ouest-africaine. On connaît le mal, on sait, on connaît les acteurs en présence, on connaît les noyaux. Vous voyez, le chef d'état-major, j'aime bien quand il fait sa démonstration sur la façon dont on a une cartographie du phénomène. Donc, ce n'est pas parce que nous connaissons le mal que nous n'allons pas essuyer les revers. J'aime bien à dire que la lutte terroriste, c'est un peu comme un match de football. Chaque attaquant connaît chaque défenseur. On sait qui a quelle capacité de la surface de réparation et qui a quelle force de frappe ou quelle force de résistance. Mais juste que ça peut échapper à un moment ou à un autre. Et comme on peut connaître des victoires, comme on peut connaître des défaites. C'est un coup dur qu'on a reçu. Prenons-en conscience, armons-nous, faisons de la stratégie militaire à propos. Au lieu de les communiquer comme cela pour démoraliser les gens au front, sachant par où on ne leur enseignera pas le métier des armes. Ce sont des officiers supérieurs. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont été formés pour ça. Ils ont montré leur preuve. Hein. Ils ont
fait des victoires. Ils ont pu déminer les champs. Ils ont pu prévenir des interventions, des incursions terroristes. Quand c'est arrivé avec des commissariats, les postes de douane brûlés dans le nord de notre pays, des jours après, on a vu comment ils s'en sont pris. Donc, on sait qu'ils s'y mettent aussi, qu'ils n'ont pas jeté les gens au front. Donc, on attend d'eux un peu plus de vigilance, qu'on prenne de la graine de ce qu'il est arrivé et que surtout on sache raison garder dans le commandement, dans le maintien de la troupe, parce que ça aussi, c'est important pour l'avenir et surtout pour nos populations. Banikwara, vous savez, on a beaucoup de Béninois qui sont là-bas. C'est une commune très cotonnière qui contribue au PIB de notre pays. Il y a des hommes et des femmes là-bas. Quand ça arrive aux forces de défense et de sécurité comme ça fait peur. C'est de la stupeur. Je ne sais pas si vous avez écouté le maire de Banikwara en privé ou des habitants de là-bas, des originaires, des ressortissants. Ça fait de la stupeur. Ça fait de la psychose, de la stupeur dans la tête des gens. Et on n'a pas à continuer à danser sur Kassav pendant que tout ça arrive. Voilà. Bon, on va parler cette fois-ci d'un sujet qui fâche moins. Toujours, on va parler politique cette fois-ci avec l'audit du fichier électoral. Vous avez eu cette information tout comme moi. Justement, Jean-Baptiste Elias, au détour en tout cas d'une rencontre de ces différents acteurs-là du cadre de concertation se sont dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Jean-Baptiste Elias, qui désormais devient le président du comité de pilotage, vous y voyez un espoir, William Tegan? L'espoir pour moi est maigre, parce que c'est comme un bouc donné, mais avec des cordes tenues encore. Cette histoire d'audit du fichier électoral. Vous avez l'accord de principe du chef de l'État. Vous avez, vous voyez, très tôt, les gens comme moi, je le reconnais, on a trouvé que c'était pas assez légal, cette histoire d'audit du fichier électoral, et que de tous les problèmes que nous avons pour 2026, cette première échéance à la triple élection, qu'il y a mieux à dire pour un code électoral qui a autant de défauts. C'est pour moi, c'est mon opinion, qui a autant de défauts. Il y a mieux à dire que de s'attarder sur le code électoral, le fichier électoral, et que les opposants ont trouvé qu'ils essuyaient trop de revers sur le code électoral et qu'ils se sont rabattus sur un sentier où ils auraient un peu de succès. Mais quand on a fini de dire ça en face, Jean-Baptiste Elias, nouvellement élu, nous rappelle que c'est légal, qu'il y a l'article 1 du code électoral. J'ai relu également l'article 1, vraiment par voie participative, on peut retoucher. Et on connaît la lutte de ce monsieur sur le code électoral. Je me souviens de ses rencontres avec Cyril Boubedi à l'époque, gestionnaire mandataire de l'ANIP, sur le fichier électoral pour les législatives de 2023. On en a entendu de toutes les oreilles. Donc, que cette expertise ou cette expérience du passé leur servent aujourd'hui, c'est intéressant. Mais je crains que malgré les têtes que je connais, Gustave Assad, tous les grands noms de la société civile, que nous avons vu des gens qui ont lutté longtemps dans le processus électoral béninois et que nous connaissons, je crains que malgré l'armada, que cette histoire, nous n'y parvenions pas. Quand ils ont pris l'élan en octobre 2022, ils ont trouvé qu'en 2023, les élections étaient juste à 4 mois et qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps. Je crains que même à un an maintenant, nous n'ayons pas suffisamment de temps pour l'audit de ce fichier électoral. Parce qu'il y aura la participation en face des partis de la mouvance. Ils ont balayé ça du revers de la main, ça ne les intéresse pas. Des gens qui, auparavant, trouvaient que c'est judicieux de s'interroger sur la liste électorale, de l'apurement. Vous savez, vous avez suivi comment le contentieux électoral des législatives de 2023. Bien sûr. Il y a des villes pour lesquelles des gens pensent jusqu'aujourd'hui qu'on a volé le suffrage, parce qu'on a bourré des urnes, on a vu des vidéos qui ont circulé, mais qui sont des preuves caduques selon le juge constitutionnel, parce que cela n'est pas sur le procès verbal des feuilles électorales et tout. Mais dans la tête de beaucoup de gens à Calavi, les démocrates méritent mieux. Dans la tête de beaucoup de gens à Cotonou, comme dans d'autres arrondissements, justement, comme dans d'autres milieux du pays. Moi, j'ai couvert les élections dans la 16e circonscription électorale. Pour beaucoup, le BR et l'Union progressiste de renouveau n'ont jamais levé de siège, qu'on ne sait pas comment cela s'est passé. Vous savez, tout ça est anormal. On ne peut pas le dire parce que juridiquement, la preuve n'a pas été apportée et les juridictions compétentes n'ont pas acté que ces choses étaient troubles. Tout ce qui a été fait apparemment transparent. Donc, quand on sait que du point de vue juridique, tout est légal et bon, mais du point de vue de la légitimité, des remous existent par rapport à les postes de responsabilité que les gens
occupent aujourd'hui des mandats dont ils seraient investis par le vote populaire du peuple seul souverain, il y a raison à apurer la liste électorale, à toiletter. Mais en face, le comportement de la mouvance présidentielle est un signe avant-coureur, c'est un message, c'est un effet d'annonce, on peut le recevoir comme ça, que ce chantier ne va pas prospérer. Parce que, qui audite le fichier électoral? William Kilikan, pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau? Oui, je suis pessimiste, peut-être en allant en besogne, mais c'est scrutateur de l'avenir que je suis, c'est ce que je vois. C'est ce que je lis entre les lignes. Parce que qui va leur donner le fichier électoral? C'est l'ANIP. L'ANIP, c'est la présidence de la République. On me dira que le chef de l'État est tacitement. On parlera d'impartialité. D'impartialité. Je demande aussi jusqu'à quand auront-ils les coulées franches? Quelles sont leurs marges de manœuvre pour suffisamment? Et surtout, quand on aura décelé une chose ou l'autre, il suffira-t-il de crier ces imperfections, tout le processus électoral durant, pour se voir accusé par la mouvance présidentielle de chercher des éléments de langage avec lesquels il faut faire campagne, qu'on en parle tout le processus durant, qu'il y ait 2 semaines de campagne et qu'après on élise des maires et des députés qu'on enregistre ça du passé, qu'on continue la route. On va garder ça comme revendication longtemps, mais est-ce qu'on aura, est-ce que celui qui doit décider pour que les choses changent réellement? Je crains, parce que oui, la mouvance présidentielle a versé dans la communication à outrance ces 2 jours. Je crains qu'on soit en train de faire les bilans côté rupture, qu'on soit en train de capitaliser les acquis pour se maintenir au pouvoir, pour préparer la succession de Patrice Talon, pour retourner à l'Assemblée nationale pour faire de nouveaux maires, pour garder l'hégémonie sur l'environnement politique. Je crains qu'on ait moins la tête à voir les opposants franchement apurés ou justement, parlant de cette classe politique de l'opposition, est-ce que vous pensez qu'au-delà, même pour eux, comme ils le disent, de ces obstacles-là, qu'ils doivent dormir sous leur laurier? Voilà, d'autres paresseux de la République. Excusez. Est-ce que le mot est peut-être pas fort? Non, excusez mon adjectif. Vous savez, j'ai l'impression. Je rappelle qu'on est pratiquement à 1 an des élections, oui, et on ne sent pas véritablement bouger dans les différentes chapelles politiques. C'est normal, parce qu'ils font de l'opposition. Les gens les appellent opposants de compromission. Ils font de l'opposition de compromission dans la tête de beaucoup de Béninois, et ils ont des actes qui le prouvent presque. Il y a beaucoup de questions de la nation pour lesquelles, au-delà des questions questions orales adressées au gouvernement, ils ne font rien. Alors que pour moi, 28 députés, c'est suffisant pour des commissions d'enquête. Il y a des questions sur lesquelles les Béninois ont envie de comprendre les choses. Écoutez, il y a les fonds Covid qui ont interpellé les Béninois. Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Dossier, Assemblée nationale aujourd'hui, on a rasé les 22 milliards. Mais le nouveau bâtiment qu'on construit, le jour où on inaugurera ça, je parie que tous les Béninois oublieront. Mais écoutez, ils servent. Il faut situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. On est dans l'impunité. On estime que tout ce qui a été mauvais, on balaie ça du revers de la main, on continue la route. On ne construit pas un État comme ça. Et à part le dossier ICC, je ne sais pas dans quelle sulfureuse affaire. Bon, on dira que quand on dit les démocrates, c'est Boni Yayi, et ça, Boni Yayi est tributaire de ce bilan de ces affaires sulfureuses, Madia de l'État, et tout ce que vous voulez, qu'on ne verra pas les démocrates sur ça. Ils disent qu'ils sont du peuple, ils sont les plus proches du peuple. Quand on est proche du peuple, c'est sur les choses comme ça, on les attend. Je pense que eux aussi, ils travaillent trop à trouver le moyen de se faire une petite place pour la première candidature, parce que ça aussi, ils sont certains, ils ne sont pas forcément très sûrs. Vous voyez un code électoral verrouillé de toutes parts, comme les scellés d'un conteneur 40 pieds. Et écoutez, donc, eux aussi, ils sont en train de se chercher le petit chemin à frayer pour avoir au moins ne serait-ce qu'un candidat à la présidentielle. Les gens veulent retourner à l'Assemblée nationale, que ce soit sous la bannière de Boni Yayi ou non. On est enclin à beaucoup plus préserver son mandat électif que de penser. Vous savez, c'est ça aussi. On a l'impression que quand les gens rentrent dans l'arène politique, finalement, ils ne pensent pas vraiment aux questions cruciales du peuple. Aujourd'hui, regardez le taux d'inflation dans lequel nous sommes. On vote un budget pour lequel c'est des véhicules neufs qu'on exonère. Pour la mouvance, c'est bon. Pour la pollution, on réduit les effets. Mais les gens achètent de l'oignon pour 200, 4 gros oignons de 200 à 4 gros oignons, morceaux d'oignons. Quelqu'un vous dira que ce n'est pas inhérent qu'au Bénin. Oui, mais les députés en France, c'est sur les questions du genre qu'ils parlent. On parle de l'inflation tous les jours dans le Parlement français. Eux, ils sont 28, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Et ça aussi, on l'avait dit. Ils se tagueront, ils se prévaleront de leur minorité pour se victimiser encore un peu. Et nous dirons qu'il faut leur donner la majorité pour les voir à l'action, alors qu'on les avait fait 10 ans. Bref, ce sera du ping-pong politique. Et sur cette histoire de fichier électoral, franchement,
je ne suis pas, ne m'espérez pas sur la liste des optimistes. Vous êtes quand même un peu sceptique sur la question. Extrêmement sceptique. Ouais, ainsi, de toute façon, on va terminer avec le dernier sujet. Oui, je l'annonçais dans mes propos à l'entame de cette émission. On a pu voir de l'autre côté de la cité des Passeurs, Ouida, qui a vibré au rythme et au son des Vodou Days. Vous y étiez également, sans doute, par, on va dire, au nom du sang vaudou qui circule dans vos veines comme tout bon béninois. Un bilan satisfaisant, des défis et des choses à améliorer pour ce qu'on a pu voir pendant 3 jours, William Kékan. Bon, on appelle ça première édition. Parce qu'en 2023, c'était l'édition test. Oui, on a dit que l'édition de l'année dernière, c'était une édition 0 d'une manière ou d'une autre. Donc, pour une première édition, je dirais qu'il y a des réussites. Un événement de si grande envergure qu'on a organisé en détail. Un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître? Coup de maître, je ne sais pas, mais on a réussi des choses du point de vue logistique, du point de vue de la communication. Je pense que ça a beaucoup communiqué. On pouvait se poser des questions sur le journal de la télévision nationale à un moment donné, si c'était un rendez-vous d'une agence de communication ou si c'était toujours de l'information qu'on faisait parce que tout était devenu vaudou. Même les communiqués de ministres qui changent au gouvernement, on les a juste lus parce qu'il y avait vaudou à nous passer. Donc, et vaudou days surtout. Donc, je me suis dit, on a réussi. Est-ce que peut-être le contexte également ne s'y prêtait pas? Ah, Jésus. Bon, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est possible qu'on dise que c'était la seule chose qui faisait l'actualité. Mais je me suis dit, du point de vue de l'activité au niveau des affaires étrangères, au niveau de la diplomatie béninoise, au niveau du gouvernement aussi, où on a changé de main, il y a eu un gros coup politique au bloc républicain. Plusieurs priorités. Pour moi, je me dis, l'actualité était faite d'autres choses aussi intéressantes que les Volondays, ou plus intéressantes peut-être. Mais bon, du point de vue de la communication, médias sociaux, ainsi de suite, on a les grands noms, les vedettes venues. Ça a fait de la visibilité au Bénin. J'ai vu beaucoup de Caribéens, d'Antillais, bref, on a vu quand même beaucoup de gens venir au Bénin. Pour notre économie, il n'y a rien à dire. C'est un boom. Et sur ces points de vue, il faut apprécier. On a vu la culture béninoise, les acteurs culturels, ainsi de suite. On a vu aussi un Tofa très controversé dans la tête des gens. C'est encore revenu, hein, un Tofa progressiste. On a tendance à encore retrouver ça où tous les Rounons ou tous les sachants du Fa pensent l'inverse avec les signes qui sont sortis et l'interprétation officielle, c'est celle qui doit plaire à Patrice Talon, ainsi de suite. Bref, Vodou Days, il y a des réussites. Peut-être si un autre gouvernant venait, parce que si Patrice Talon doit encore organiser des Vodou Days, je pense, le prochain, ce sera 2026, ce sera tout pour lui. Est-ce qu'un autre gouvernant va maintenir la tendance? Je ne sais pas. Pour beaucoup, c'est justice rendue aux religions traditionnelles qui ont le temps d'être bien célébrées aujourd'hui, autant que les religions importées. Je le leur concède, c'est leur point de vue, parce que c'est de leur croyance. Pour beaucoup, c'est de la désacralisation. Je le leur concède aussi, ils savent ce qu'ils y mettent. Mais prenons de la graine de ce qui est fait, apprécions ce qui est fait là en l'état et disons qu'en fait, on peut également espérer mieux. L'autre chose aussi, c'est que dans les suggestions, à travers les différents micro-trottoirs que les différents médias ont organisés, on a pu voir des propositions qui ne manquent pas de pertinence. Par exemple, j'en ai pour preuve cette proposition-là d'un citoyen béninois qui estime que les Vodou Days, certes, c'est à Ouida, mais il souhaite que ça soit délocalisé. Vous en pensez quoi? Nous sommes un État-nation en construction. Et tant que nous ne sommes pas encore une nation, géographiquement, il faut que ce qui est public et étatique puisse s'étendre pour un sentiment d'appartenance nationale. Pour beaucoup, ce sont les sudistes qui se réunissent autour de leur divinité, on a vu la différence pour cette édition. Absolument, on a vu Barassounon, on a vu un mélange, on a vu beaucoup de choses. J'oublie l'artiste femme du Septentrion qui a aussi, justement, qui a également presté. On a vu quand même un certain élan autour. Mais vous savez, le vaudou, ce n'est pas qu'à Ouida. Il y a des territoires béninois qui se revendiqueront plus vaudou que Ouida et ainsi de suite. Je pense que cette optique est presque écartée. Vous voyez, on a servi
Festival du masque à Porto Novo, aux Porto-Noviens, pour un peu les mettre dans ce bain. On a les palais qui sont rénovés à Abomey et autres. Ils doivent s'en contenter. Le message est indirect, il n'est pas direct, mais on a construit arène, une arène à Ouida. Vous avez vu, c'est clair. Pour ceux qui veulent la délocalisation, lisez Antleni. Bon, excusez-moi, je lis vite Antleni. Moi, je sais décrypter les signaux, quitte à me tromper et que ça ne va pas forcément venir. Mais l'idéal serait ça. L'idéal, c'est que nous vivions l'effervescence des Vodou Days ailleurs, parce que les réalités Vodou, c'est également ailleurs, sinon un peu partout au Bénin, on vous dira que les religions traditionnelles, parce que la loi votée à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les Vodou Days. La loi votée à l'Assemblée nationale, c'est la fête des religions traditionnelles. Voilà, donc pour les religions traditionnelles, elles sont nombreuses. On les appellera Vodou au sud, mais on les appellera par beaucoup d'autres noms ailleurs. Et les réalités traditionnelles en matière d'endogénéité et de religiosité, en pays Nago, vous en verrez en pays Tado, encore que c'est l'ère Adja Tado qu'on voit là, en pays Idacha, en pays Batonou, Otamari, vous verrez les réalités qui sont propres à nos religions traditionnelles. Ce ne serait pas du tout superflu. Cette proposition des Béninois, ou ces petites voix qui s'élèvent pour ça, n'ont pas totalement tort, parce que jusqu'à ce que nous soyons une nation tout entière, pour que ce qui se fait à Banikwara, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'actualité de Banikwara, quand on est une nation, ce qui se passe à Banikwara, on le vit autour. Et ceux qui étaient à Ouida, c'est 9, 10 et 11, ce n'est pas comme s'ils étaient sur le même territoire que ceux qui étaient à Banikwara. C'est justement ça, la nation. Et tant qu'on n'en est pas arrivé là, ceux qui espèrent la délocalisation auront peut-être vu juste. Vivement que les gouverneurs, du point de vue, parce que pour avoir investi tout ça à Ouida pendant ces 2 éditions, sinon l'édition 0 est la toute première, on dira qu'il y a des acquis à Ouida qui seraient des manques à gagner si on voudrait délocaliser. Menons la réflexion, associons ceux qu'il faut associer. Et je pense qu'on sera mieux situé, on fera mieux, parce que nous espérons la perpétuelle évolution, le perpétuel changement pour bonifier davantage les choses qui sont. Voilà, ça passe vite, 30 minutes. Nous sommes à la fin déjà de cette émission, le point 7. On va dire, c'est votre baptême de feu. Quel sera votre mot de fin, William Cliquant? Ce sera un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau et un appel sans doute pour un résumé de tout ce que nous avons dit jusqu'à je dirais merci pour l'invitation. Je dirais bonne année à Aziz et à toute l'équipe ici. Merci. Je souhaiterais beaucoup de travail à nous tous. Et pour résumer l'actualité, je dirais il faut qu'on fasse le point de chaque pas que nous faisons, que nous lisions les pas, nous les interprétions et que nous fassions moins d'erreurs à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut apporter de la réflexion, de l'opinion. C'est très subjectif, c'est extrêmement personnel parce que c'est le point de vue d'une personne. Mais de tous ces points de vue personnels, il doit avoir de petites similitudes qui se regroupent, de gros dégagements dans la perception populaire qui devrait servir à nos gouvernements. Je pense que ça aide mieux. Et là-dessus, je suis en train de faire un clin d'œil à l'actualité sécuritaire. Et ça nous aiderait, ça apaiserait chacun de nous et vivement que ces choses soient loin de nous cette année dure. Voilà. Merci à vous, William Cliquant. Merci d'être passé par ici. Ce sera tout, fidèles amis internautes de Iroko Media TV. Pendant une trentaine de minutes, nous avons passé en revue, on va dire, pas plusieurs sujets de l'actualité, mais les plus importants, en tout cas pour le compte de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Si ce n'est que pour la toute première fois, vous suivez cette émission. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre, ce n'est que partie remise. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est dimanche. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.